Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici réunis pour le 5e épisode du podcast qui concerne l'information autour de l'amiante. Et j'ai avec moi Salim pour ce 5e épisode, le particulier un peu curieux qui continue de poser des questions auxquelles je réponds avec plaisir. Pour continuer notre bout de chemin sur toutes ces questions autour du désamiantage et de l'amiante de manière générale, on a parlé dans le dernier épisode de tout le processus finalement d'un chantier de désamiantage, comment ça se passe de A jusqu'à Z. Mais une des questions que je vous ai posées et m'avez invité dans ce dernier épisode pour en parler, c'est combien ça coûte? Combien ça coûte? Une vraie question. Alors, combien ça coûte? Je vais vous répondre à une réponse de Normand, ça coûte beaucoup. Non, en fait, voilà, il va y avoir plusieurs éléments dont il faut tenir compte pour déterminer le coût. Il va y avoir, par exemple, si on est en intérieur ou si on est en extérieur. Si on est en milieu, ce qu'on appelle occupé ou non occupé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du monde à côté, autour, en dessous. Par exemple, si vous avez un appartement au 3e étage d'un bâtiment de 6 étages, il y a du monde autour, donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Il va y avoir également une nuance si on est en coactivité. Donc coactivité, c'est s'il y a d'autres corps d'État qui travaillent avec nous dans le bâtiment ou dans la maison. C'est possible, hein. Vous pouvez avoir quelqu'un, par exemple, qui fait le VRD dehors et nous, on fait le désamiantage à l'intérieur. Donc ça vient aussi nuancer le prix. Il va y avoir également, si on a besoin d'engins de manutention, s'il faut des Manitou, s'il faut des choses comme ça. On va avoir besoin de savoir s'il faut des éléments de travail en hauteur, comme par exemple des lignes de vie, s'il faut en installer, des choses comme ça, en fait, voilà. Ensuite, on va également avoir besoin de déterminer le niveau du confinement. Est-ce que chez vous, il y a de la peinture partout qui est très lisse et du coup, on pourrait presque s'organiser en lessivant les murs, ou alors s'il y a de la moquette au mur partout, ce qui est vraiment extrêmement sympa. Voilà, on va également avoir la technique de retrait en fonction de notre expérience. Il va y avoir également savoir si on a des bases vie ou pas, puisqu'en fait, n'importe quel chantier du BTP doit avoir un lieu d'accueil pour les salariés. Donc, est-ce que vous avez moyen de nous prêter une base vie ou pas? Est-ce qu'on doit en ramener ou pas? On a également toute la préparation du chantier qu'il va falloir faire. Est-ce qu'on doit déménager? Est-ce qu'on doit protéger du matériel qui est à l'intérieur qui ne peut pas bouger? Donc voilà. Ensuite, il va y avoir également l'endroit où on envoie les déchets. Donc ça va également nuancer le prix. Et enfin, on a également votre propension à savoir discuter avec l'inspection du travail ou pas. Je vous explique, si vous avez racheté un immeuble ou vous avez racheté une belle maison et vous avez déjà eu affaire à l'inspection du travail et vous vous êtes un peu affronté, nous on arrive dans une situation un peu à risque, du coup qu'est-ce qu'on fait pas, etc. Donc voilà, donc il y a toutes ces choses qui vont venir influencer le prix. Et évidemment en fonction de la taille de la maison et la taille de ce qu'il y a à faire. Donc je vais quand même vous donner quelques balises qui vont vous permettre d'y retrouver. D'abord, en général, l'équipe est minimum 3 personnes parce qu'en fait, nous, on a des obligations légales. Il doit toujours y avoir une personne à l'extérieur qu'on appelle chez nous un SASman. C'est un peu marrant, mais bon, c'est celui qui est après le sas de décontamination. Et puis à l'intérieur, il y a toujours 2 personnes parce que s'il y en a qui fait un malaise ou quelque chose, il faut toujours une deuxième personne. Et surtout, parce qu'ils sont avec les combinaisons, etc. Ils ne peuvent pas rester tout seuls à l'intérieur d'une zone. Alors bien sûr, si on fait un toilette, bien sûr que le gars, il va être tout seul. Mais le deuxième sera immédiatement derrière pour le secourir s'il y a quelque chose. Mais il fonctionne toujours en binôme. Toujours. Alors, il y a toujours 2 personnes à l'intérieur, une personne à l'extérieur. Donc, vous aurez toujours 3 personnes minimum. Ensuite, il faut savoir que si on veut aller plus vite, il faut plus de moyens. Donc, si par exemple, vous avez un délai très court pour organiser le désamiantage, il faudra plus de moyens. Il faudra aussi plus de puissance électrique. Ça fait partie des petites choses qui sont parfois limitantes. Donc, voilà. Ensuite, pour vous donner un peu une idée, quand on veut intervenir, on tient compte de l'environnement et cet environnement va conditionner le prix. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si j'ai 1 m² de faïence qui contient de la colle amiantée au-dessus d'un évier de salle de bain, s'il est chez vous, il va avoir un prix, admettons, l'ensemble pour s'installer, faire les travaux, etc. Il faut compter entre 8 et 9 000 euros, ce qui est quand même pas donné, hein. Mais si j'ai toujours ce 1 m² de faïence devant un évier, et que cette fois, je suis dans la salle de bain de Madame Macron à l'Élysée, est-ce que d'après vous, je suis au même prix ou pas? Ouais, La il y a réponse est non. très peu de chance, hein. Voilà, la réponse est non, parce qu'en fait, je suis toujours avec mon 1 m² d'amiante à enlever, et le contexte n'est pas du tout le même. C'est-à-dire les moyens d'entrée, sortie, etc. Rien n'est pareil. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que le contexte va faire toute la différence. Pour vous donner quand même quelques prix. En moyenne, une journée d'un désamianteur, c'est entre 3 000 et 4 500 euros. Ça vous donne à peu près le montant. Une semaine, il faut compter aux alentours de entre 15 et 20 000 euros.
Ça dépend effectivement si on est en intérieur, extérieur, et cetera. Donc ça vous donne globalement, ce que ça peut coûter. À cela s'ajoute ensuite, si on veut faire de la toiture fibro, en général, on est entre 25 et 50 € du mètre carré. Ça dépend, pareil, la hauteur, si on doit venir avec une grue, s'il y a quelque chose en dessous, et cetera. Le ramassage, parce que souvent on nous demande de faire juste du ramassage, donc ça arrive, bah, vous êtes, disposé à investir dans une maison, mais vous voyez que quelqu'un a déjà enlevé la toiture, l'a foutue par terre un peu partout dans le jardin et l'a remplacée, mais n'a pas pris la peine de ramasser l'amiante. Donc ça, voilà. Ça, en général, on est aux alentours de 1 000 1 200 € le mètre cube parce qu'il va falloir ramasser, traiter, et cetera. Quand on a de la dalle et de la colle au sol, il faut compter aux alentours de 70 à 110 € le mètre carré. Ça, c'est dalle. Alors, les dalles amiantées ou pas d'ailleurs, et la colle qui est en dessous. Si vous avez du flocage, vous êtes dans une prestation beaucoup plus dangereuse qui demande beaucoup plus d'installation. Et là, vous allez être aux environs de 1 200 à 1 500 € du mètre carré. Si vous avez des menuiseries à enlever, c'est-à-dire des menuiseries avec les joints autour qui sont amiantés, il arrive parfois que les menuiseries aient le joint vitrier à l'intérieur qui soit amianté. D'accord. Ça coûte pas très cher parce qu'en fait, il suffit de démonter la fenêtre et de l'emmener. Donc ça, c'est assez simple. Mais quand vous avez les joints de maçonnerie qui sont autour, donc là, ça met pas mal de petits morceaux partout. Donc là, il faut compter aux alentours de 600 € la menuiserie pour une taille classique. Et enfin, si vous avez des enduits amiantés, il va falloir compter aux alentours de 140 € du mètre carré à peu près. C'est des chiffres que je vous donne des chiffres pour vous donner une petite idée. Ouais, On bien sûr. pourrait être parfois beaucoup moins cher et parfois très au-dessus de la moyenne. Parce que vous avez compris, il y a vraiment tout un contexte qui est extrêmement différent. Alors pour vous dire, le mètre carré de faïence chez Madame Macron, c'est effectivement ce qu'on a fait. Pour reprendre l'exemple que je vous ai expliqué tout à l'heure, le mètre carré de faïence au-dessus de l'évier chez Madame Macron, on l'a effectivement fait. Et vous imaginez bien que ça nous a pris beaucoup plus de temps que si on l'avait fait bah, à côté, parce que Bien sûr. les conditions ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc vous donnez quelques prix. Il faut savoir aussi que quand vous avez des interventions ponctuelles, on peut intervenir sous une autre réglementation qui permet juste de faire de l'intervention. Donc là, c'est un peu particulier. Je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais vous expliquer qu'il y a une réglementation qui est un peu plus légère, qui coûte un peu moins cher, ce qu'on appelle intervenir en sous-section 4. Donc nous, en tant que désamianteur, on est en sous-section 3. Alors, juste pour la petite anecdote, le sous-section 3, sous-section 4, c'est deux réglementations différentes et ça vient des sous-sections du Code du travail. En fait, D'accord. notre métier est écrit dans le Code du travail. La sous-section 1, c'est pour tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est dangereux. Sous-section 2, c'est plutôt le nucléaire. Sous-section 3, c'est les désamianteurs. Et sous-section 4, c'est ceux qui interviennent sur des matériaux amiantés. Il y a une petite nuance, c'est-à-dire ils ne l'enlèvent pas, D'accord. ils interviennent dessus. Donc voilà, je ne vais pas plus loin parce qu'après on rentre dans des termes vraiment très techniques, mais il y a une possibilité sur des petites interventions d'avoir une intervention plus légère, moyennant que la réglementation le permette. Et ce n'est pas toujours le cas. D'accord. Donc, si je résume finalement, et là on comprend mieux qu'il n'y a pas vraiment de standard, tout dépend du contexte dans Oui, lequel tout on à est. fait. Et d'où aussi, comme vous le disiez, le dialogue avec le désamianteur pour nous accompagner à établir le meilleur devis. Et après, j'imagine qu'il faut toujours faire jouer la concurrence, voir, regarder un petit peu ce qui se fait avec les différents désamianteurs qu'on peut trouver sur le marché pour avoir une tendance, en tout cas, de prix ou plutôt une cohérence en termes de devis. Donc, si on compte de manière à peu près moyenne, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une intervention classique. Alors moi, j'ai tendance à dire, alors 2 choses. Oui, on est sur souvent plusieurs, milliers d'euros, sur une intervention classique, sachant qu'il y a une contrainte qui vous revient, c'est-à-dire que quel que soit le choix du désamianteur que vous aurez fait, quel que soit, le travail, qu'il soit bien fait ou mal fait, vous restez responsable, co-responsable du désamianteur. C'est-à-dire s'il y a une D'accord, anomalie sur le chantier, vous êtes responsable. Donc l'idée qui consiste à prendre systématiquement le moins cher peut effectivement être une stratégie. Par contre, il faut faire attention. Si par exemple, il ne vous donne pas le document pour les déchets et que les déchets sont relâchés dans la nature, il y en a peu qui le font, mais ça peut arriver. Dans ce cas, c'est vous qui êtes responsable des déchets qui sont retrouvés, avec les pénalités, sachant que ça relève du pénal. Donc voilà. Donc il faut quand même faire attention sur le choix en fonction du prix. Alors je comprends bien que le prix est un sujet ouais, c'est un critère effectivement important. intéressant. Voilà, c'est Voilà. un critère important. Faire jouer la concurrence, oui, bah, comme tous les travaux que vous serez amené à faire d'une façon générale. Mais voilà, bien savoir à qui vous avez affaire et pour que ce soit fait sérieusement, ne pas polluer les gens autour de vous, etc. Bien Si sûr, vous êtes dans un immeuble, vous achetez un appartement, bah, les gens qui sont au-dessus et en dessous seront très attentifs au choix que vous aurez fait du désamianteur. C'est évident en fait. bien Donc sûr. voilà. Euh, une question simple.
est-ce qu'il y a des aides ou des potentielles subventions pour alléger le coût financier dans des amiantages? Alors en fait, sur le désamiantage en lui-même pour les particuliers, il n'y a pas de subvention en tant que telle. Par contre, ça peut rentrer dans le cadre d'une rénovation plus globale, une rénovation énergétique par exemple. D'accord. Ça peut être intégré dans une enveloppe budgétaire plus large. Alors sachant que moi je ne suis pas financeur, donc j'ai pas toutes les informations à ma disposition. Peut-être qu'aujourd'hui il existe des aides qui sont plus précises. En tout cas aujourd'hui, nous chaque fois qu'on nous a parler de financement, on nous a jamais ramené un document spécifique pour le désamiantage des particuliers, ni D'accord. même pour les professionnels d'ailleurs. Mais par contre, ça rentre bien dans le cadre d'une rénovation énergétique. Oui, ça fonctionne par contre. OK, donc il y a des Donc voilà. possibilités de coupler, dans une rénovation plus globale et alléger le prix, Voilà. du et le coût financier, J'imagine OK. qu'effectivement, ça doit être possible. Je voulais revenir sur une anecdote dans notre métier qui fait un peu partie de notre vie de tous les jours. Alors, je vous ai ramené ça, vous voyez, je le mets là comme ça, vous allez voir. Vous voyez comme ça, mais sinon vous le verrez une autre fois. Voilà. L'idée, c'est que tout ce qu'on fait est obligatoirement tracé. C'est archivé pour 40 ans, donc c'est une obligation réglementaire. Et en fait, on a l'habitude de dire dans notre métier, et c'est à ça que vous allez voir à la fin du chantier si ça a été fait correctement. Ça, ce sera une indication précieuse pour vous. C'est qu'un désamianteur, il a l'obligation d'écrire ce qu'il va faire. Donc ça, c'est tout le plan de retrait qu'on fait au début. Ensuite, il fait ce qu'on a écrit, c'est-à-dire que les gens, le chef de chantier, les opérateurs devront faire ce qui a été écrit dans ce document de départ. Et ensuite, on décrit ce qu'on a fait, c'est-à-dire que tout au long du process, on va remplir des documents qui sont réglementaires et donc on va décrire tout ce qu'on a fait au fur et à mesure. Donc, tout cet assemblage de documents, vous aurez la possibilité d'en avoir une partie, parce qu'une partie est notre propriété industrielle. Mais donc, à la fin du chantier, on doit vous donner une grande partie de ces documents qui s'appelle le document des ouvrages exécutés ou le rapport final, où vous aurez les résultats du laboratoire d'analyse, vous aurez ce fameux plan de retrait qu'on aura fait au départ, vous aurez les documents pour les déchets. Donc, vous avez un dossier qui vous est remis à la fin, pas seulement le bordereau des déchets, mais l'intégralité des documents qui vous reviennent et qui sont réglementaires. Ce n'est pas le choix du désamianteur, c'est réglementaire. Et Et avec OK. ça, vous saurez que vous êtes adressé à des vrais professionnels. C'était la question que j'allais vous poser, c'est effectivement comment nous, en tant que particuliers, on a la possibilité de voir que le travail était bien fait. C'est un élément de réponse très C'est important. ça, voilà, La constitution de tout le dossier, c'est ça. avec tous les éléments que vous savez C'est cités. ça. Et puis D'accord. après, bah, s'ils sont sympas avec vous, qui vous parlent gentiment, qui répondent au téléphone, ça aussi, ça fait partie des choses importantes, hein. Répondre au téléphone, c'est dans le BTP, c'est un vrai sujet quand même. Ouais, c'est clair. Donc On n'a pas voilà, l'habitude justement d'avoir des échanges très cordiaux en général. c'est ça. Souvent, les gens du BTP, mais je voudrais pas dire des méchancetés, mais voilà, souvent les gens du BTP ont un peu de mal à répondre au téléphone. Donc voilà, bon, c'est une petite plaisanterie, mais effectivement, ça fait partie des critères sur lesquels vous pouvez vous fier, en tout cas sur la constitution du dossier. Si on vous dit qu'à la fin, on vous donne juste le bordereau des déchets, inquiétez-vous. Voilà. Il y a D'accord. autre chose que le bordereau des déchets à la fin, il y a vraiment tout le dossier. Ok. Et donc, de manière logique également, si moi je revends mon appartement, mon logement, ce dossier-là, je le communique dans le dossier de vente avec tous les éléments qui ont été faits. Alors, vous devez le justifier auprès du notaire pour dire que vous n'avez plus d'amiante. Je pense qu'effectivement, ça doit faire partie du dossier, mais après, c'est surtout vous que ça concerne pour vous libérer Ouais. légalement de votre obligation d'avoir bien tracé les déchets, etc. Après, je pense qu'une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je pense qu'en dehors de justifier de la traçabilité des déchets auprès du notaire, je ne pense pas qu'il y ait d'autres obligations. Maintenant, je suis désolé, je ne suis pas notaire non plus. Donc, du coup, il va falloir demander à nos amis On fera notaires un ce qu'ils en podcast pensent. avec un notaire, on Voilà, on va aura faire un compris. podcast avec les notaires et on va discuter avec eux. Donc, voilà. Eh ben écoutez, c'est super clair. Et donc, moi, j'ai une dernière question pour conclure toute cette série. C'est est-ce que vous avez, vous, en tant que professionnel, présidente donc Europe Amiante et avec 15 ans d'expérience derrière vous, des conseils à me donner, à donner à tous les particuliers ou en tout cas peut-être des éléments pas à faire parce que on a tout le détail sur tous les épisodes, mais surtout à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter de faire quand on est confronté à l'amiante? Quoi qu'il arrive, il ne faut pas paniquer. Tout va bien se passer. Tant que vous ne cassez pas l'amiante et tant que vous ne venez pas l'agresser, vous ne libérez pas de fibres, sauf pour le flocage dont je vous ai parlé tout à l'heure et le calorifugage. Là, si vous avez ça, effectivement, il vaut mieux mettre en sécurité, mais on a déjà abordé ce sujet. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se dire, bah tiens, je vais gratter un peu, voir s'il y en a. Ah bah tiens, on m'a parlé qu'il y en avait peut-être sur la toiture. Tiens, je vais monter dans mes combles, voir si j'en ai. Ça, c'est une très mauvaise idée. Il faut laisser les diagnostiqueurs faire parce qu'eux, ils sont équipés, ils ont des masques. Voilà, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de traiter le problème soi-même, alors que c'est vrai que c'est possible. En fait,
en termes de réglementation de droit du travail, c'est possible parce que vous n'êtes pas un travailleur. Vous n'êtes pas régi par la réglementation des travailleurs. Du coup, vous pouvez très bien désamianter vous-même si vous voulez. Sauf qu'il faut vous protéger vous-même, c'est quand même important. Il faut protéger l'environnement, il faut protéger les gens qui sont autour et il faut avoir la traçabilité des déchets. Donc, vous voyez que quelque part, même si vous économisez un peu, vous allez vous retrouver avec une situation un peu complexe à gérer derrière. Rien que pour faire les papiers pour les déchets, je vous assure que ça, déjà, il faut presque être sorti de Sciences Po pour s'en sortir. Vraiment, je vous assure, c'est C'est toute une histoire. traumatisant. C'est vraiment. Moi, j'ai des gens qui sont spécialisés pour ça. J'ai une personne qui, toute la journée, s'occupe des déchets et des analyses de laboratoire. Elle fait que ça, en fait. D'accord. Donc, voilà, avec une formation spécifique. Donc, voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment se dire bon, bah. C'est pas bien grave, on va le laisser comme ça. L'idée, c'est vraiment sans préoccuper, sans s'alarmer. Voilà, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de voir ce qu'on veut en faire et comment est-ce qu'on peut le traiter, sauf si c'est dangereux. Mais voilà, prendre le temps de la réflexion, ça me paraît intéressant. Et puis, j'ai quand même quelques conseils à vous donner, puisque vous m'avez demandé. Donc, quelques conseils, c'est des réflexes et des pièges à éviter. D'abord, on ne peut rien prédire sur l'amiante. C'est-à-dire que malgré toutes les astuces que je vous ai données, l'histoire des sols, les enduits, etc., on ne peut rien prédire. En fait, même moi qui suis désamianteur, je ne peux pas prédire où est-ce qu'il y a de l'amiante. Ce n'est pas possible. Seuls les résultats d'un laboratoire vont confirmer ou infirmer la présence d'amiante. Donc, ne rien prédire, ça évite de s'alarmer. Tant que vous n'avez pas un diagnostic avec des prélèvements, la vérité n'existe pas. Donc, la vérité D'accord. n'est pas là. Elle existera quand vous aurez un diagnostic. Donc, il ne faut pas s'alarmer, il faut attendre le diagnostic. Faire attention, bien sûr, au diagnostic avant-vente, parce que vous avez compris que là, il y a un vrai piège en termes de connaissance de l'endroit où vous êtes et des matériaux qui sont présents. Voilà. Mais vous ne pouvez pas obliger votre vendeur, par exemple, le vendeur qui vous vend une maison, vous ne pouvez pas l'obliger à vous présenter un diagnostic avant travaux ou avant démolition. Il n'y a que vous qui puissiez, du coup, le faire. Euh, le fibrociment, en général, est amianté, d'une manière générale. Sauf que depuis 95, on a commencé à mettre des nouvelles toitures avec des éléments qui ne contiennent pas d'amiante. Donc, au final, même si on pense que ça en contient, bah, il y en a qui n'en contiennent pas aujourd'hui. Il y a des toitures qui sont déjà dégradées. On a l'impression que c'est du fibrociment amianté. Et en fait, ça ne l'est pas. Donc, vous voyez, même ça, on n'en est plus sûr aujourd'hui parce que ça a avancé. Il faut évidemment faire très attention à tous les bâtiments construits dans les années 70 à 90 parce qu'ils sont en général remplis d'amiante. Se méfier aussi des très vieux bâtiments rénovés, je vous l'ai dit. Voilà, donc ça, il faut également avoir une sensibilité sur ce qui est rénové, sur ce qui apparaît comme étant rajouté, y compris le patrimoine historique, il faut faire attention. Ne pas hésiter à demander des prélèvements de matériaux, même dans un diagnostic avant-vente. Moi, je vous conseille, si possible, d'être là le jour où vous faites faire le diagnostic avant-vente, que ce soit votre bien ou un bien que vous allez acheter. Et n'hésitez pas à refaire des prélèvements de matériaux, parce qu'en fait, c'est en faisant les prélèvements qu'on voit où se situe le problème. Si par exemple, vous investissez dans un logement, dans une maison, le diagnostic date d'il y a déjà 1 an, et vous avez des doutes au vu de ce que je viens de vous expliquer, eh bien, vous pourriez presque demander à un préleveur, donc il y en a dont c'est le métier, de faire des prélèvements de matériaux. Vous pourriez les faire vous-même aussi, mais là, il y a une petite technique, il faut faire très attention, il faut bien nettoyer les outils entre deux pour ne pas contaminer. Donc voilà, nous on le fait de temps en temps, mais c'est juste pour nous, parce qu'en fait, ça n'a rien d'officiel, on n'est pas diagnostiqueur. Mais donc, n'hésitez pas à demander quelques prélèvements de matériaux, ça coûte pas si cher que ça, et ça peut lever quelques doutes. Donc voilà. Ensuite, l'environnement avec toutes les nuances à prévoir. Donc là, vraiment, faites attention à l'environnement qui est autour de vous. On en a parlé dans plusieurs épisodes, mais vraiment, c'est un élément important pour vous éviter des ennuis, parce que vraiment, on a eu parfois des réactions de gens qui étaient vraiment pas du tout appropriées, et c'est dommage de ne pas l'avoir fait avant. On aurait vraiment évité beaucoup d'ennuis. Gérer aussi le qui fait quoi, quand vous avez plusieurs éléments qui vont se rajouter. Donc, si vous avez un coordinateur de sécurité ou pas, si vous avez un couvreur, si vous avez le voisin qui doit venir ouvrir les portes, si vous avez quelqu'un qui doit venir s'occuper de la chaudière, etc. Le qui fait quoi. Voilà, quand vous faites votre cahier des charges, bien mettre ça au point. Et puis ensuite, je ne peux que vous conseiller d'avoir un maître d'œuvre ou un assistant à maîtrise d'ouvrage, ce qui est un peu la même chose, pour vous aider, donc en dehors des entreprises de désamiantage. Si vous avez un projet de grande envergure, il faut peut-être s'approcher d'une maîtrise d'œuvre amiante pour vous conseiller et vous guider, parce que si vous êtes sur des gros investissements ou des gros chantiers, c'est quand même plus sécurisé d'aller voir des professionnels qui vont pouvoir vous aider à remplir le cahier des charges. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Karine, pour toutes ces réponses. J'avais beaucoup de questions et finalement, vous m'avez énormément éclairé. J'espère qu'en tout cas, tous ceux qui auront l'occasion de regarder ce podcast aussi, ce qui est sûr, c'est que je ne regarderai plus mon logement de la même manière. Alors ça, c'est sûr. Vous ne regarderez plus le logement, vous ne regarderez plus l'école de vos enfants, vous ne regarderez plus l'hôpital, parce qu'il y a des vieux hôpitaux qui ne sont pas encore traités.
Vous allez avoir aussi des surprises dans certains établissements où vous allez, la grande distribution, et cetera. La grande distribution est pas trop attaquée quand même. En général, ça se D'accord. passe bien. Il y a quelques entrepôts quand même qui sont parfois un peu, encore amiantés, mais voilà. On dit, qu'il y a encore, 20 à 30 ans d'amiante, devant nous à enlever, parce qu'en fait, on est quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Moi, quand j'ai démarré, on était une centaine d'acteurs en 2008, quand j'ai démarré. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, on est à peu près 1200 acteurs. Donc voilà, il y a de la concurrence, mais tous ne font pas les mêmes interventions. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai plaisir à vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, merci d'avoir posé toutes ces questions qui étaient très intéressantes pour moi. J'ai tenté de vulgariser le plus possible, mais parfois, je sais qu'il y a quelques mots compliqués qui m'ont échappé. J'en suis désolée. Peut-être quelques inexactitudes dans mes réponses, parce que j'ai voulu rester simple et rester compréhensible. Donc parfois, je sais que des professionnels nous écouteront et certains propos les feront peut-être un peu hurler. C'est fait exprès parce que j'ai voulu rester accessible aux particuliers. Voilà. Il faut savoir que je vous ai dévoilé peut-être à peine 30% de la réglementation de notre métier. Bien sûr. Donc là, avec ce que je vous ai servi, vous avez 30% de ce qu'est mon métier. Donc ça laisse présager qu'il y a encore 70% avec beaucoup de règlements, beaucoup de choses derrière. Donc voilà. J'ai eu également plaisir à vous recevoir dans ce chaleureux endroit. Donc, nous ne sommes pas dans une cave, mais dans un décor de cave, je voulais le Tout à fait. préciser. Donc voilà, donc ça c'est le lieu que j'occupe tous les jours, puisque j'occupe Léo, donc ce lieu qui s'appelle l'entreprise ouverte, qui est à Mareuil-les-Maux, qui nous accueille aujourd'hui, mais qui est un lieu que je gère également dans le cadre d'une autre activité. Et donc j'étais très contente de vous recevoir aujourd'hui avec toute l'équipe, Bah, que je merci à vous. remercie pour leur patience, parce qu'il a fallu un peu de patience pour qu'on puisse se mettre en route. Et voilà, donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de votre fidélité, d'avoir été jusqu'au bout du 5e épisode. Normalement, nous n'avons pas d'autres épisodes de prévus. Donc, si vous avez des questions, des remarques, elles sont vraiment les bienvenues. Et je serai enchantée de pouvoir répondre à vos questions les unes après les autres. On peut me joindre sur LinkedIn ou par mail. Je pense que le mail, vous le ferez apparaître quelque part dans le podcast. Donc voilà. Et je vous remercie vraiment d'avoir été jusqu'au bout de ce 5e podcast. Et je vous souhaite bon courage avec l'amiante maintenant que vous en savez beaucoup plus. Voilà. Ah, merci beaucoup, Karine. Et moi, je pense que même pour conclure, et ce sera le mot de la fin, si j'ai une question sur l'amiante, il y a de podcast, mais il y a aussi Europe Amiante, et toutes les informations seront en barre de description. Merci beaucoup.